au rapport 2010. Alors voilà, je crois qu'Henri a bien présenté l'esprit du syndicat CGT Infralib. Donc pour revenir un petit peu là où on vous a laissé, donc mars 2010, une grève de 9 semaines victorieuse. Septembre 2010, Unilever se dit ces gens-là sont vraiment des emmerdeurs et nous allons fermer un site assez important qui était celui de Gémenos, qui était quand même un des principaux sites en Europe pour Unilever. Donc septembre 2010, annonce d'un plan social, on n'appelle plus ça plan social, vous savez qu'on appelle ça plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, c'est toujours la novlangue néolibérale qui permet de... Déjà plan social, en fait, il fallait le traduire par plan social. Maintenant c'est plan de sauvegarde de l'emploi, il faut le traduire par plan de destruction de l'emploi. En tout cas, Unilever pose un PSE 6 mois après notre victoire, notre grève victorieuse. Et en février 2011, la justice annule le PSE, estimant que l'argument de compétitivité d'Unilever ne tient pas. En mai 2011, il y a un nouveau PSE qui est déposé par Unilever avec des propositions de reclassement en Pologne pour les travailleurs de Bouches-du-Rhône. Cette fois-ci, la justice approuve. Unilever lance le licenciement collectif. Septembre 2011, occupation de l'usine par les travailleurs. Novembre 2011, coup de théâtre. Le PSE est annulé en justice pour la deuxième fois. Les ouvriers reprennent le chemin des ateliers. Avril 2012, Unilever, qui ne s'était pas vaincu, dépose un troisième PSE avec encore de nouveaux arguments. Février 2013, troisième annulation du PSE. Mais Unilever se pourvoit en cassation et là, on y reviendra pour la suite du débat qui nous dira un petit peu où vous en êtes. Les salariés de Fralib, en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils se battent contre les licenciements, bien sûr, contre le PSE, mais ils se battent également sur un projet de reprise de l'usine en coopérative, donc en SCOP. Et donc vous allez nous expliquer pourquoi, enfin Henri va nous dire un petit peu pourquoi, quels sont les obstacles, et puis quels sont les désirs qui animent les travailleurs de Fralib par rapport à ce souhait de reprise de la boîte. À Henri, je vous signale que nous attendons un troisième intervenant, que nous attendons avec impatience. Il s'agit de Dimitri Koussouris. Dimitri Koussouris est un militant grec de la revue Rossinante. Rossinante, vous savez, c'est le cheval de Don Quichotte, c'est la jument de Don Quichotte. On lui demandera pourquoi son journal s'appelle comme ça. Mais surtout, Dimitri va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans son pays, où vous le savez peut-être, certaines entreprises, plusieurs, ont été reprises par les salariés, donc dans le cadre de la crise grecque. Ça fait penser un petit peu à ce qui s'est passé en Argentine il y a maintenant une douzaine d'années. Sauf que ce en quoi ça nous intéresse directement, c'est que c'est au sein de l'Union Européenne que ça se passe, dans ce qui est aujourd'hui le talon d'Achille de l'Union Européenne, la Grèce. Voilà, et donc Dimitri nous parle un petit peu des différentes entreprises qui ont été reprises, notamment, je suppose, l'entreprise de fabrication de carreaux de faïence Viomé, également l'expérience de contrôle ouvrier à l'hôpital de Kilkis, et puis peut-être également une expérience un peu plus marginale, mais qui avait été la relance en autogestion du quotidien Eleftherotypia, voilà, qui a été relancé par ses salariés sur certaines courtes périodes intermittentes, mais il pourra peut-être nous parler de ça aussi, nous dire dans quelle mesure c'est intéressant ou pas. Voilà, donc on espère qu'il va arriver en cours de débat. Et pour commencer, je vais passer la parole à Henri, qui va nous expliquer où est-ce que vous en êtes. Je me suis arrêté en février 2013, c'est-à-dire l'annulation du troisième PSE. Peut-être que tu vas pouvoir nous dire un petit peu où vous en êtes judiciairement. Et puis, ce qui nous intéresse donc, c'est vos motivations profondes pour la reprise de ce site. Bien, alors, pour ce qui est de la saga judiciaire à aujourd'hui, les salariés, ils ont été purement et simplement licenciés. Ils ont été, donc, il y a eu aucune décision de la Cour d'appel d'Aix qui dit que, bon, il faut qu'on reprenne ce début. Malheureusement, ces messieurs de Unilever, eh ben, ils sont dans la fraude à la loi. Alors, quand un syndicaliste il fait une fraude à la loi, quelle qu'elle soit, on vient, on lui prend son ADN et on le met en prison. C'est pour ces messieurs de col blanc
on les laisse faire. Il y a un mutisme assourdissant du gouvernement. On essaye de les solliciter. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venu à Paris, c'était pour envahir le ministère de l'Agriculture. Bon, bref, on a été reçu par le second couteau des ministères. Donc, à un moment donné, à force de les tirailler, on va obtenir quelque chose. Mais, alors, la dernière qu'on a eue, c'est aller dire une expression politique. Laquelle, bonne question. Enfin, ils se sont beaucoup exprimés lorsqu'ils sont venus chez nous en qualité de candidat et soit Montebourg ou François Hollande. Ils se sont engagés sur beaucoup de choses, notamment sur l'expropriation de la marque et son teneur, pas de dire. Et aujourd'hui, il n'y en a plus rien. Enfin, bref, donc, alors aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout, donc on est obligé de faire un dossier d'application des décisions de justice. On va passer donc, le 15 juillet à notaire, il faut dire. Donc, avec demande d'astreinte sur chaque salarié qui ne soit pas intégré, donc de 3 000 € pour la première et 10 000 €. L'histoire, c'est un plan de licenciement dans une maison d'édition de gauche qui a disparu maintenant, donc de toute façon voilà. Et là, c'est en sortant de ce plan de licenciement, on s'est dit bon, et si on montait une boîte, donc et sans chef et sans fric, c'est-à-dire où il n'y a pas besoin de fric non plus, parce que ça c'est important. Que ce soit par des apporteurs de capitaux ou que ce soit par des emprunts bancaires. Voilà. Parce que nous, évidemment, étant licenciés d'une maison d'édition, qu'est-ce qu'on savait faire? Une maison d'édition. Mais on n'a pas fait une maison d'édition, parce que pour faire une maison d'édition, il faut énormément d'argent. Donc on a dit qu'est-ce qu'on sait faire qui ne nécessite pas d'argent et qui relève quand même de ça, c'est écrire. Et écrire, ça ne nécessite pas d'argent. Donc on a monté une... À travers le travail. Le travail dans cette société-là devient le lien social, devient la manière de se rapporter structurellement les uns aux autres. C'est en dépensant la force de travail dont je suis le dépositaire que je vais pouvoir obtenir de l'argent. Cet argent sous forme de salaire va me permettre d'acheter des marchandises que d'autres auront fabriquées parce qu'ils sont dans la même situation. Eux aussi ont besoin de dépenser leur force de travail.
obtenir un salaire. Et là, dans le capitalisme, compris que les formes de vie sociale, on a des rapports sociaux qui, pour la première fois, sont médiés par le travail. Tout le monde se rapporte les uns aux autres par rapport au travail, mais par le travail, mais aussi par ses expressions. On peut penser que le travail, quand on travaille sur un service, en produisant un service ou quand on travaille en produisant un bien, le travail que l'on exécute, en réalité, il est assez complexe. Il a à la fois il y a une double face, il a une double dimension. D'un côté, il y a une face concrète, celle qu'on observe le mieux, c'est-à-dire le travail qui implique dans sa face concrète la réalisation d'un bien, un produit, un objet, on fabrique une utilité. Donc ça, c'est la face concrète du travail. Mais le travail existe véritablement comme moyen de se rapporter les uns aux autres dans la forme de capitalisme. Il n'est pas seulement fabrication d'un objet, quelque chose de concret, à travers le vécu, les souffrances au travail, etc. Son travail est en même temps une activité qui, au travers de sa dépense, va me permettre de me médiatiser par rapport aux autres. À travers le travail, je vais obtenir de l'argent qui va me permettre d'acheter des marchandises que d'autres auront fabriquées dans le même but. On parle ici, cette deuxième phase du travail, on parle de phase abstraite du travail. Parce qu'en effet, dans cette phase, dans la phase abstraite du travail, tout ce qui est concret est abstrait, c'est-à-dire a été retiré. Le fait que le travail nous permet de nous rapporter les uns aux autres fait qu'on ne prend plus en compte le fait que le travail soit quelque chose de vécu, qu'on produit une utilité. Le travail nous a compté qu'au travers de sa face abstraite, c'est-à-dire de sa face socialement médiatisante, celle qui va nous rapporter aux autres. Et cette face abstraite du travail, c'est un peu un travail indifférencié, un travail égal. C'est ce que Marx appelle les temps moyens nécessaires pour produire une marchandise. Le travail dépensé va se représenter dans son exécution, va se représenter dans la marchandise. Cette face abstraite du travail va incorporer une valeur à la marchandise. C'est non seulement la guerre du capitalisme, mais c'est la guerre du capitalisme entre eux. Le monde du capitalisme est un monde de violence. C'est une violence au niveau de l'ensemble de macroéconomie, et que c'est une violence entre individus, capable de faire ça.